Altitude 1770 mètres, nous sommes en 1969. Voici ce que les anciens appelaient la plaine des Marais, une plaine aujourd'hui recouverte par les eaux. La région est celle des Messons, c'est ici le point central d'une gigantesque entreprise hydroélectrique franco-suisse. 1969, c'est pratiquement le début du chantier du barrage. On travaille déjà dans les galeries depuis 2 ans, mais en ce point précis, la première benne de béton n'a pas encore été coulée. Il s'agit donc d'un travail de préparation. On nettoie les pans de montagne sur lesquels les ailes de la voûte vont venir s'appuyer. Point important d'un complexe hydroélectrique de ce type, le barrage n'est pourtant qu'une partie de l'ouvrage. Nous reviendrons par la suite plus en détail sur chaque point précis de l'ensemble. Disons simplement que l'on détermine 3 zones distinctes. Une zone d'adduction, les galeries d'amener d'eau comme celle-ci, une zone d'accumulation, le lac du barrage, et enfin une zone de production, les centrales électriques. Dernier grand barrage des Alpes, le barrage et son complexe général ne marquent sans doute pas d'une manière définitive la fin d'une véritable épopée ouvrière. Le travail le plus dur, le travail en galerie, se poursuivra encore longtemps. Les tunnels restent à construire dans notre pays. Il est évident néanmoins qu'une mécanisation toujours plus poussée, qu'une sécurité toujours plus accrue, faciliteront l'effort humain. Ce qui restera, c'est évidemment la boue, l'eau glacée, cette nuit perpétuelle et le bruit. Voyons maintenant la situation générale du complexe. À cheval sur la frontière franco-suisse, les 3 zones dont nous parlions tout à l'heure. Les amenées d'eau, zone d'adduction, région de la Foulie pour la Suisse. Glacier d'Argentière. Eau de Bérard pour la France, voilà pour les zones principales. L'aménagement hydroélectrique de la région est pourtant né bien avant le barrage des Messons. C'est dans les années 25 que les chemins de fer fédéraux ont construit le barrage de Barberine. Aujourd'hui, tout est à l'abandon, même le restaurant pour touristes est définitivement la proie du vent avant d'être la proie des eaux. Ici, tout sera recouvert de 40 mètres d'eau. Ce point d'histoire acquis, voyons maintenant les zones de production. 2 centrales, Châtelard-Valorcine sur territoire français, Labatia sur territoire suisse. Pour desservir ces centrales, de l'eau, beaucoup d'eau, 227 millions de mètres cubes. Une eau qui représente une énergie de pointe, une énergie onéreuse qui seule peut permettre, contrairement à celle fournie au fil de l'eau, de venir combler les lacunes des heures de haute utilisation d'énergie. C'est un peu un moteur dont on pourrait moduler la puissance en fonction des besoins. « 227 millions de mètres cubes d'eau retenus par un barrage-voûte. Hauteur 180 mètres, longueur au couronnement 555 mètres, épaisseur à la base 48 mètres 50. Nous sommes le 8 août, il est 9 h du matin, voilà déjà 2 heures que l'équipe de jour a pris le relais de l'équipe de nuit. Sur ce pilier pratiquement terminé, on procède au dernier travail qui consiste à bétonner puis à rendre plane la partie supérieure. À cet endroit précis, 10 hommes, tous italiens, tous saisonniers. Nous sommes à la côte 1930, c'est l'altitude, 1930 mètres. C'est aussi le point du couronnement du barrage.
De 1967 à aujourd'hui, 200 000 bennes auront été nécessaires à l'achèvement du barrage. À la manière des aiguilles d'une montre, le Blondin, c'est ainsi que l'on appelle cette grue traversante, poursuit inexorablement son va-et-vient du pont d'embarquement au mur de béton. Toute la vie du chantier semble réglée sur son rythme. Ici, tout est planifié, organisé, dirigé. Rien n'est laissé au hasard ou à l'improvisation du moment. Géologues, géomètres, ingénieurs, maçons, charpentiers obéissent à des règles strictes qui vont des données techniques fondamentales de l'ouvrage à la sécurité des ouvriers. Hier valaisans à la Lixence, aujourd'hui italiens à Émesson, ils ont à peu près les mêmes objectifs. Ils ont choisi de vivre à 2000 mètres d'altitude dans des conditions climatiques généralement éprouvantes. Ils ont choisi un labeur pénible et des conditions d'existence qui ne sont pas celles de tout un chacun. Ils ont choisi, mais il faut que cela paie. L'amour du métier s'embarrasse parfois de considérations pécuniaires. Pour ces hommes, une journée, ce sont 10 heures de travail. Une semaine, 60 heures de travail. Le soir, la fatigue, le repos, le matin, le même chemin pour les mêmes gestes. Aucun pourtant ne se plaint de la monotonie. Chacun trouve dans la répétition une justification à sa présence sur un tel chantier. « 13 heures, reprise du travail. Le Blondin a repris sa course, toujours la même. Pour libérer son chargement, un système à air comprimé. À chaque voyage, cet homme réintroduit de l'air comprimé. 10 heures par jour. Un peu plus haut, sur le pont de chargement, le mouvement incessant des camions, 24 heures sur 24, de la tour à béton au Blondin, du Blondin à la tour à béton. En période de plein régime, 5000 tonnes de béton coulées par jour. « 18 heures, l'équipe de jour va céder sa place.
20 heures, l'équipe de nuit travaille depuis 60 minutes. On prépare le prochain bétonnage. Il faut sans cesse arroser la place, sinon la nouvelle coulée ne tiendra pas. À la tour à béton, on charge les camions. « 8 heures, l'équipe de charpentiers est au travail. On décoffre, autrement dit on enlève l'armature qui a permis le bétonnage. Au-dessous, 70 à 180 mètres de vide, suivant que l'on se trouve en aval ou en amont. Travaux durs s'il en est, où le problème principal de l'ouvrier, nous l'avons entendu, est avant tout problème d'argent. Et d'ailleurs, comment serait-il autrement pour des gens qui ont fait le choix et le sacrifice de laisser leur famille loin d'ici pour gagner en 6 mois le pain d'une année? Dès lors, on peut supposer que l'action syndicale prend valeur non seulement de symbole, mais encore d'action directe. Mais que pense des syndicats l'ouvrier lui-même?